Suite à la crise nucléaire au Japon, Tout s'explique revient ce soir sur cette forme d'énergie impressionnante et très controversée. Comment un atome peut-il produire de l'électricité? Qu'entend-on par fission nucléaire? Comment fonctionne une centrale? Qu'est-ce que la radioactivité? Et pourquoi préconise-t-on de prendre de l'iode en cas d'alerte? Comment enfin se protège-t-on des risques liés à l'exploitation du nucléaire? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Tihange, devant le site de cette centrale nucléaire construite il y a une quarantaine d'années pour cette édition spéciale que nous avons choisi de vous proposer ce soir, suite bien sûr à ce qui s'est passé au Japon. Alors pas question ici de refaire le débat sur le nucléaire, ce n'est pas notre rôle, mais il nous a quand même paru intéressant de tenter d'y voir un peu plus clair dans tout ce qu'on a pu entendre ces 15 derniers jours. Essayer de comprendre en quoi consiste exactement l'énergie nucléaire et comment tout ça fonctionne. La toute première application du nucléaire est la bombe atomique. Une arme redoutable qui est un véritable engin de destruction tant elle dégage de l'énergie. Le développement de la bombe atomique, c'est aussi la maîtrise d'un des phénomènes naturels les plus puissants qui soit, un dégagement d'énergie continu dans l'élément le plus simple constituant notre univers, l'atome. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? C'est en fait la plus petite quantité d'un élément chimique qui puisse exister sous forme individuelle, qu'on appelle ça sous forme atomique. Si on assemble des atomes entre eux, on va former des éléments chimiques un peu plus grands, qu'on appelle des molécules par exemple. La masse la plus dense, au centre de l'atome, c'est le noyau, composé de protons en rouge et de neutrons en jaune. À l'extérieur maintenant de ce noyau, vont circuler d'autres types de particules qu'on appelle des électrons. Ces électrons forment une sorte de bouclier autour du noyau qui nous empêche d'y accéder facilement. Une particule chargée ne peut donc pénétrer dans le noyau, ce qui n'est pas le cas du neutron. Comme son nom l'indique, le neutron ne possède pas de charge électrique. Ce qui veut dire qu'un neutron va pouvoir extrêmement facilement franchir cette barrière électrique que forment les électrons qui tournent autour du noyau pour venir percuter les autres neutrons ou les autres protons qui sont à l'intérieur de l'atome, qui sont dans le noyau. Cette découverte sera suivie plus tard d'une autre découverte, la réaction de fission nucléaire qui sera appliquée au réacteur. Il y a dedans un combustible nucléaire, l'uranium. Si on bombarde l'atome d'uranium avec des neutrons, il va se casser. Le noyau va émettre quelques neutrons en plus et une grande quantité d'énergie va être libérée. Les neutrons vont à leur tour casser d'autres noyaux d'uranium, etc. C'est la réaction nucléaire en chaîne. Dans un réacteur, on s'arrangeait pour qu'il n'y ait pas d'emballement du nombre de cassures de noyaux d'uranium-235 pour avoir une émission d'énergie continue à l'intérieur de la cuve du réacteur. Dans une bombe atomique, on va faire quelque chose de très différent. On va s'arranger pour que l'emballement soit le plus rapide possible. Les premières applications nucléaires sont avant tout militaires, avec notamment les tristement célèbres bombes sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Un physicien français découvre un peu par hasard la radioactivité naturelle. Alors qu'il s'intéresse à la photographie, Henri Becquerel constate l'existence d'un rayonnement ionisant. Il a déposé une plaque d'un minerai d'uranium, un morceau d'un minerai d'uranium sur une boîte de plaques photographiques. Quand il a développé cette plaque, il s'est rendu compte qu'elle était en fait noircie, comme si de la lumière était arrivée sur la plaque photographique. Et la forme du noircissement correspondait à la forme du morceau de minerai d'uranium qu'il avait placé sur la boîte. C'est le début de la découverte de la radioactivité, mais la physique nucléaire explose véritablement grâce aux recherches d'une jeune Polonaise, Marie Sklodowska, qui s'appellera plus tard Marie Curie. Elle sait qu'il existe en Pologne beaucoup de minerais d'uranium qui servent à faire des colorants. Elle en a fait venir des quantités importantes et elle a commencé à faire des séparations chimiques pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et alors, elle va découvrir un élément qui était tout à fait inconnu, même elle va en découvrir deux. Elle va commencer par découvrir un élément que personne ne connaissait. Et elle l'a appelé polonium, d'ailleurs, en hommage au pays dont elle était originaire. Mais elle découvre surtout le radium.
Et le radium est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand elle place le radium, d'ailleurs sans la moindre précaution, parce qu'à l'époque personne ne sait que ça peut être dangereux, quand elle place le radium dans une éprouvette, ce radium est naturellement à une température d'environ 80 degrés, 90 degrés. Marie Curie croit que le radium reste toujours à la même température, mais elle se trompe légèrement. En fait, il faudra Einstein pour comprendre que ce n'est pas une source d'énergie universelle et permanente, le radium, mais que c'est un phénomène qui est lié à la relation E est égal à mc². Soit la théorie de la relativité. Cela signifie que la différence de masse ou de matière est convertie en énergie. La fission n'est pas la fusion nucléaire qui constitue le mécanisme à l'origine du rayonnement du Soleil. Cette fusion consiste à rapprocher deux noyaux. En les fusionnant, de l'énergie se dégage. Pourquoi? Parce que de nouveau, la différence entre la masse de ces deux petits noyaux qu'on a fusionnés et la masse du noyau qui en résulte a été convertie en énergie. La fusion nucléaire présente de nombreux avantages, mais actuellement, elle est encore à l'étude en tant que source d'énergie à l'échelle industrielle, car il est difficile de rapprocher deux noyaux qui ont tendance à se repousser naturellement. La fusion nucléaire n'est pas la fusion d'un réacteur nucléaire, comme ça s'est passé au Japon. Dans ce cas, c'est carrément le cœur du réacteur qui a fondu. Le réacteur nucléaire, en tant que fournisseur d'électricité, a trouvé ses lettres de noblesse après la guerre grâce aux technologies déjà existantes. Les premières centrales électriques de ce type voient le jour et avec elles d'autres applications. On a développé de petits réacteurs que l'on a mis dans des sous-marins, que l'on a mis éventuellement dans des bateaux, dans le but, toujours la même chose, faire tourner un alternateur, faire de l'énergie pour faire déplacer sans mazout, sans carburant, et donc en permettant à ces navires ou à ces sous-marins de rester en service extrêmement longtemps. Les applications concernent également la médecine. Voilà pourquoi les hôpitaux bénéficient d'un service de médecine nucléaire. En injectant par exemple un radioélément dans le but de faire une image d'une partie d'un organe dans lequel on suspecte un mauvais fonctionnement. Mais au-delà du diagnostic, la médecine nucléaire est utilisée à des fins thérapeutiques pour guérir des cancers par exemple. Les avancées dans ce domaine sont prometteuses, même si l'utilisation principale reste aujourd'hui la production d'électricité. 55% de l'électricité produite en Belgique provient du nucléaire. Et pour ça, on dispose de 7 réacteurs en activité aujourd'hui en Belgique. Il y en a 3 ici à Thiange et puis 4 dans une autre centrale à Doel. C'est donc dans des endroits comme ceci qu'on produit de l'électricité grâce à l'énergie atomique. Mais comment fait-on? Comment un atome peut-il engendrer du courant? C'est ce qu'on va tout de suite tenter de comprendre ensemble. Pour que l'on puisse démarrer sa voiture ou encore allumer les phares, on a besoin d'électricité. Et ce qui permet de produire l'électricité, c'est l'alternateur. C'est pareil pour les centrales nucléaires. La grosse différence, c'est que dans une voiture, un gros alternateur fait 1 kilowatt d'énergie électrique. Ici, nous allons voir des alternateurs beaucoup plus gros qui vont faire plus de 1 million de watts d'énergie électrique, 1 mégawatt que l'on appelle ça. Quand l'alternateur tourne, cela fournit de l'électricité. Mais comment est-il actionné? Voici donc une centrale nucléaire telle qu'on peut en voir chez nous. Elle se compose en fait de 3 parties. La célèbre tour de refroidissement, le bâtiment réacteur et la salle des machines. Plongeons au cœur de la salle des machines. L'eau de ce circuit, qu'on appelle circuit secondaire, va être chauffée. Quand l'eau chauffe, cela crée de la vapeur et cette vapeur va faire tourner des turbines. À leur tour, à la manière d'une dynamo, elles vont actionner le fameux alternateur. Pour avoir cette vapeur, il faut donc chauffer l'eau extrêmement fort. Pour ça, on peut utiliser du charbon qui va chauffer de l'eau, on peut utiliser du gaz qui va chauffer de l'eau, on peut utiliser du pétrole, du mazout. Dans une centrale nucléaire, c'est tout à fait particulier. On va produire ce qu'on appelle des réactions nucléaires de fission qui vont se produire, se passer à l'intérieur d'une partie tout à fait particulière de l'installation qu'on appelle le cœur du réacteur nucléaire. C'est donc dans cette autre partie de la centrale que tout se joue. Dans ce bâtiment ultra protégé, on va provoquer des fissions nucléaires. Dans cette cuve, on va bombarder l'oxyde d'uranium avec des neutrons. Vous ne verrez rien, car cela se passe à l'intérieur des crayons, comme on les appelle.
ces crayons, ils sont nombreux. Il y en a des milliers à l'intérieur d'un cœur de réacteur nucléaire de grande puissance. Ils sont maintenus à distance égale les uns des autres grâce à des grilles. Et ces grilles doivent laisser passer le fluide qui va refroidir le cœur, qui va extraire la chaleur du cœur. Ces crayons sont chapeautés par des barres de contrôle. Elles permettent de surveiller, mais surtout de contrôler ce qui se passe et au besoin de stopper le processus, notamment en cas de problème. Le cœur du réacteur va donc permettre de chauffer l'eau, mais l'eau d'un circuit fermé. C'est cette énergie qui va servir à chauffer de l'eau. Donc, dans le réacteur, on doit avoir une pompe qui va faire circuler de l'eau à travers le cœur du réacteur pour aller s'échauffer. Donc, l'eau sous pression va monter à une température d'environ 325 à 330 degrés. Ce circuit d'eau est appelé circuit primaire. Par des tuyaux, on va alors chauffer l'eau du circuit secondaire. Il n'y a donc aucun contact entre les deux eaux. Chez nous, les réacteurs sont sous pression, mais ce n'est pas le cas partout. Au Japon, par exemple, les réacteurs de la centrale de Fukushima sont à eau bouillante. Et il y a des différences fondamentales. Dans les réacteurs à eau sous pression, il y a une isolation entre l'eau qui passe dans le réacteur qui est radioactive et l'eau qui passe dans la turbine et le condenseur et qui ne l'est pas. Dans le réacteur à eau bouillante, ce n'est pas le cas, il n'y a qu'un seul circuit. La troisième partie de la centrale nucléaire, c'est le circuit de refroidissement. La vapeur qui fait tourner les turbines va être refroidie par ce circuit. Elle redeviendra liquide pour ensuite être remise dans la course. L'eau de ce troisième circuit est refroidie d'une part par l'eau de la mer ou celle d'un cours d'eau, dans le cas de Tihange, c'est la Meuse, et d'autre part grâce aux fameuses tours aéro-réfrigérantes qui s'élèvent dans le paysage. Et oui, la fumée blanche que vous voyez, c'est en fait de la vapeur d'eau. Le combustible irradié, quant à lui, est renouvelé tous les 18 mois. Deux options sont alors possibles. Ou bien on dit, on va l'éliminer, c'est un déchet, parce qu'il contient maintenant du plutonium, il contient des produits de fission, et on ne veut pas entendre parler de ça. Mettons ça au fond de la Terre, le plus loin possible de toute interaction avec la biosphère, avec le monde vivant. Ou bien on dit, ah mais non, il y a encore plein de choses intéressantes là-dedans, au point de vue énergétique. On récupère alors ce qui est encore utile et on le recycle. Quant aux déchets hautement radioactifs, ce qui représente 2%, ils sont emprisonnés dans du verre et mis dans des conteneurs en acier. Ils sont stockés provisoirement près des centrales en attendant une solution définitive. Voilà, tout ça génère évidemment de la radioactivité, un terme qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps et qui nécessite quelques explications. On y reviendra justement dans la deuxième partie de l'émission. On abordera aussi le problème des risques et de la sécurité liés au nucléaire. Alors ne bougez pas, on revient juste après ça.